faut avoir des objectifs clairs, il faut avoir une stratégie claire, il faut avoir une mise en œuvre claire et cohérente qui ne peut pas changer d'une année sur l'autre parce que vous changez d'enseignant. Emmanuel Fayad, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce podcast aujourd'hui. Vous êtes le fondateur, avec Rose, votre épouse, de l'école Open Sky International à Boulogne-Billancourt. Est-ce que vous pouvez me donner très simplement une très brève description synthétique de votre école ? Bonjour, merci de m'accueillir. Open Sky International peut se résumer en 5 points. Le premier, c'est que c'est une école familiale. Comme vous l'avez dit, l'école a été fondée par mon épouse, en fait. Moi, j'ai rejoint le projet quelques années après. Donc nous sommes en même temps les propriétaires et les dirigeants de cette école. Et ce côté familial est extrêmement important, de par l'ambiance que nous voulons mettre en place, de par le fait que notre relation aux élèves, etc. Le deuxième point, c'est que c'est une vraie école bilingue, avec un enseignement à 50% en français, à 50% en anglais, qui va de la maternelle au lycée. Nous sommes la seule école en Île-de-France qui soit dans ce cas. Le troisième point, c'est que nous sommes une école d'excellence. Nous partons du principe que tous les élèves ont des capacités et que notre mission est d'aider les élèves à réussir au mieux à utiliser leurs capacités. Je rentrerai plus dans le détail de l'excellence plus tard. Nous sommes, quatrième point, une école internationale sur différents sujets, sur la typologie des élèves. 70% de nos élèves ne sont pas francophones. Ce sont des enfants d'expatriés ou de diplomates. Donc nous avons plus de 40 nationalités. Sur la typologie de notre personnel, puisque nous avons plus de 10 nationalités dans l'équipe. Et sur le programme. Nous ne sommes pas une école française, nous ne sommes pas une école britannique, nous ne sommes pas une école internationale. Nous sommes Open Sky International avec un mélange de différents curricula. Ils ne sont pas nécessairement anglophones non plus. Qui ne sont pas nécessairement anglophones non plus, puisque par exemple les mathématiques en primaire viennent de Singapour à ce niveau-là. Mais vos élèves, ils ne sont pas nécessairement anglophones. Ils peuvent être francophones. Les élèves, non, pas du tout. Voilà. On a plus de 40 nationalités et entre 25 et 30 langues maternelles différentes. Donc finalement, vous vous retrouvez à enseigner du français langue étrangère et de l'anglais langue étrangère à nombre de vos élèves. À la très grosse majorité de nos élèves. C'est ça. Et ça, c'est quand même impressionnant. On fait notre travail. Et le dernier point, c'est que nous sommes une école non sélective. Nous ne sommes pas une école élitiste. L'excellence pour nous n'est pas liée à la qualité intrinsèque de l'élève quand il arrive chez nous. Puisque pour nous, la mission d'une école n'est pas de prendre des très bons élèves et d'en faire des très bons élèves et de les éjecter s'ils n'ont pas atteint les objectifs attendus par l'école, mais de prendre un élève qui peut être dans une phase difficile et le faire réussir. C'est sûr que ça fait une certaine différence par rapport à des institutions françaises, en particulier parisiennes, dites élitistes, qui sont élitistes aussi parce qu'elles prennent des élèves très triés et qu'elles ont tendance à pratiquer un tri à l'exclusion en cours de scolarité. Donc de ce point de vue-là, vous êtes assez disruptif. Totalement. Je vous donne un exemple. Hier, je discutais avec une famille hongroise qui envisage d'inscrire leur enfant chez nous à partir de janvier. L'enfant ne parle que hongrois, qui est une langue très compliquée. Voilà, très particulière. Donc, on va le prendre. Et puis, c'est un enfant de 8 ans, au bout de 6 mois, donc d'ici le juin prochain, il aura des bases solides en français et en anglais. Et à la rentrée de septembre-octobre, il sera capable de suivre à plein temps les cours à un niveau natif, aussi bien en anglais qu'en français. D'accord, alors vous allez nous expliquer un peu plus précisément comment vous réalisez ces objectifs ambitieux. Est-ce que vous pouvez expliquer
l'importance que ça a pour vous d'être avant tout un chef d'entreprise, un manager, puisque vous êtes arrivé un peu par hasard dans le domaine de l'éducation. À l'origine, vous étiez avant tout chef d'entreprise, un manager, et donc est-ce que, après tout, vous êtes le même homme en matière éducative? Est-ce que vous êtes différent? À quoi ça vous sert d'être un manager expérimenté? Comment ça se traduit concrètement, si ça se traduit? Alors, je suis toujours un entrepreneur, je suis toujours un manager, je suis un passionné d'éducation. Je suis tombé par hasard dans cette aventure entrepreneuriale, puisque c'est Rose qui a créé l'école. Mais votre famille est une famille d'enseignants. Maman est enseignante, à la retraite depuis belle lurette. Donc, elle a fait toute sa carrière à l'éducation nationale. Mais s'il y a 15 ans, on m'avait dit que je dirigerais aujourd'hui une école internationale, j'aurais pris les gens pour des fous. Et dans toute mon aventure entrepreneuriale et managériale qui dure depuis quelques décennies, c'est ce que j'aime le plus. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez des enfants que vous avez récupérés à 4-5 ans et que vous les avez à 16-17 ans, et vous voyez la différence, je dirais que ça fait plaisir. Bon, ça donne aussi un petit coup de vieux, mais on avance. Mon expérience de manager joue évidemment énormément sur ce qu'est Open Sky International, puisque Open Sky International est tout d'abord une école, mais Open Sky International est gérée comme une entreprise qu'elle est, avec des objectifs pédagogiques, des objectifs humains, des objectifs financiers, parce que toute structure a vocation à gagner de l'argent, ou au pire à ne pas en perdre. Donc ça joue énormément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un mode managérial commun à une entreprise et très différent par rapport aux écoles normales. Pardon de vous interrompre, pour un Français, dire qu'il y a des objectifs pédagogiques qui sont assignés par la direction à un enseignant, c'est quelque chose de difficile à supporter. Hein. C'est considéré comme quand même très transgressif et assez anti-liberté d'enseignement ou liberté professionnelle des professeurs. Comment vous justifiez ce caractère très directif en matière de pédagogie ? Pour moi, la liberté d'enseigner à la française est une approche totalement dogmatique, qui n'existe qu'en France d'ailleurs. Quand vous regardez dans le monde occidental et dans le monde asiatique, aujourd'hui les références académiques entre la maternelle et le lycée sont les pays asiatiques, Singapour, la Chine, la Corée. Cette liberté n'existe pas, pour une raison simple, c'est que l'enseignement est quelque chose du long terme. Il faut avoir des objectifs clairs, il faut avoir une stratégie claire, il faut avoir une mise en œuvre claire et cohérente qui ne peut pas changer d'une année sur l'autre parce que vous changez d'enseignant. Donc aujourd'hui, les programmes chez Open Sky International sont mis en place par l'école et non pas par les enseignants, avec l'aide de consultants de très haut niveau, internationaux ou français d'ailleurs, l'enseignant n'a pas de liberté sur le programme. Le programme chez nous est structuré à la semaine, de la semaine 1 à la semaine 32 ou 33, et chaque semaine, pour chaque matière, pour chaque classe, les enseignants savent ce qu'ils ont à faire. Ça permet plusieurs choses, d'avoir une qualité cohérente. Si vous avez 2 classes par niveau, les élèves des 2 classes ont exactement le même enseignement en même temps. Et ça ne dépend pas de l'enseignant aujourd'hui. Et ce n'est pas une loterie comme malheureusement ça peut l'être dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, où si vous avez la chance que votre enfant tombe sur un bon enseignant, ben ça se passe très bien. S'il tombe sur un ou plusieurs enseignants, on va dire moins haut niveau, ça peut dégoûter un enfant à vie. Donc ça, pour nous, il est hors de question que ça arrive. Et comment vous évaluez vos professeurs? Comment vous les suivez au niveau managérial? Alors, dans le système français, nous avons une approche assez disruptive, pour reprendre votre terme, mais qui est très commune dans le monde international.
l'équipe pédagogique est structurée comme une équipe classique avec des managers par département. Par exemple, au primaire, nous avons une personne en charge des matières francophones, une personne en charge des matières et donc des enseignants anglophones, et au secondaire, de manière identique, nous avons des managers. Et donc ces managers, qui sont des enseignants qui enseignent une partie de leur temps, parce qu'il faut toujours rester face au terrain, face à l'élève, etc., les mains dans le cambouis, comme on dit. Mais ils ont pour mission de suivre ce que font les enseignants, de les aider, de les former, de répondre à leurs questions, etc. L'objectif premier, qu'il ne faut jamais oublier, c'est de délivrer le meilleur enseignement possible aux élèves. C'est ça la mission d'une école. La mission d'une école n'est pas de faire plaisir aux profs ou à quelques salariés que ce soit. La mission d'une école, c'est d'avoir des élèves qui apprennent et qui sont épanouis. Je comprends, mais on a quand même tendance à considérer que pour qu'un élève ait vraiment envie de rentrer dans une logique d'apprentissage, il y a aussi une dimension, une sorte de facteur humain. Le lien qui peut se créer avec un professeur, une certaine admiration, une envie d'exceller, parfois quand on est enfant pour faire plaisir à son professeur, enfin tout ce qui est un petit peu de cette nature-là, ce qu'on appelle aussi parfois l'effet maître, ça il me semble qu'il n'y a pas tellement de place pour cette dimension dans votre approche. C'est très processé. Pas du tout. En fait, l'enseignement, comme je dis souvent, a 80% de points communs avec le management. Si vous prenez un adulte dans une structure, qu'elle soit une entreprise, une association, quelle qu'elle soit, si vous avez des collaborateurs qui sont motivés, qui trouvent du sens à ce qu'ils font, à qui on donne des objectifs clairs par rapport à ça, clairs et précis, ils viennent avec le sourire. Aujourd'hui, nous n'oublions jamais un point, c'est que nous sommes une école familiale. Donc une école familiale, c'est une école qui considère ses élèves un peu comme ses propres enfants. Et quand vous êtes un parent, qu'est-ce que vous attendez pour vos enfants? Vous attendez deux choses. Vous attendez un apprentissage fort, de bons résultats, donc un degré d'exigence fort d'un point de vue académique, mais vous attendez aussi que votre enfant soit épanoui. Aujourd'hui, quand vous baladez dans les couloirs de l'école, dans les classes, vous voyez des élèves qui arrivent avec le sourire. Vous avez des élèves qui disent le jour de la rentrée « Ah, on est content de revenir, on voulait, parce qu'on va voir nos camarades, voir nos enseignants, etc. » Même à mon niveau, je dirais, il y a une relation très fluide avec les élèves. D'accord, je suis le directeur, d'accord, il y a des règles, mais on rigole ensemble. Je les taquine, je pense souvent à un élève qui déteste les carottes, et chaque fois que je le vois à la cantine, je lui dis « Est-ce que tu as eu tes carottes aujourd'hui ?» Oui, un petit jeu de mots comme ça. Et alors, au niveau du management des professeurs, je crois que, alors ça aussi c'est Oresco référence pour des Français, je crois que vous avez aussi une partie de leur rémunération qui est indexée sur leurs résultats. Comment vous mettez ça en œuvre concrètement? Alors aujourd'hui, nous payons 30% au-dessus du marché des écoles privées. Donc, déjà, on part de... Oui. Voilà. Mais ces 30% sont du variable sur résultat individuel. Et c'est facile en fait. Les critères... Alors, nos salariés enseignants, de manière générale, tous nos salariés ont fixé un variable, sauf le personnel de service, mais nos enseignants ont deux types d'objectifs. Des objectifs mensuels, avec des critères mensuels qui sont simples. Par exemple, des choses basiques, arriver à l'heure, rendre les rapports à l'heure, appliquer les consignes données par l'école, ou des critères semestriels, parce que notre organisation académique à l'année est sur 2 semestres, qui sont des critères beaucoup plus académiques. Quels sont les résultats du groupe classe sur le semestre par rapport au programme, par rapport aux résultats attendus? Quelle est l'implication
des élèves par rapport aux attentes. Quels sont les retours des parents par rapport aux attentes. Donc ce sont des éléments identifiables, factuels, quantifiables, et qui passent très très bien avec nos équipes. À partir du moment où vous leur expliquez que c'est objectif et que c'est dans le cadre et transparent, ça se passe très bien. Depuis que nous avons mis en place cela il y a 8 ou 9 ans, 90% plus de 90% de nos enseignants ont toujours atteint leurs objectifs. Et quand un enseignant n'atteint pas ses objectifs, on regarde mais pourquoi, comment on l'aide, etc. Et vous, en tant que dirigeant, est-ce que vous apportez un soutien fort à vos enseignants? De quelle nature? Imaginez qu'il y ait un parent mécontent qui considère que son enfant n'a pas été traité comme il devrait l'être. Comment vous gérez ça? Quel type de soutien vous apportez, ou pas d'ailleurs, à votre enseignant? Notre équipe a toujours un soutien total de la direction, donc de Rose et moi. Mais un soutien objectif. Donc, de toute manière, au-delà des enseignants, notre politique est de dire ce qui se passe dans l'école est du ressort de l'école. Les parents n'ont rien à décider de ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Comme je dis souvent aux parents, les parents peuvent décider deux choses: ils inscrivent leur enfant ou ils le sortent de l'école. Maintenant, c'est limité. Maintenant, nous pouvons faire des erreurs, nous sommes des humains. Donc, quand il y a un sujet, les parents signalent le sujet, nous regardons tout de suite, quel que soit le sujet, nous creusons de manière objective et nous intervenons si nécessaire. Mais mes enseignants ont mon soutien total et ils le savent. D'accord. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour sur l'aspect, la manière dont vous managez votre école et un peu la physionomie de votre école. La deuxième partie de ce que je voudrais aborder avec vous, c'est savoir quelle est votre conception en fait, de ce qu'est une école bilingue. C'est très à la mode, les écoles bilingues, il s'en crée beaucoup. Il y a des vraies, il y a des fausses. On sent que parfois c'est un petit peu galvaudé. Donc vous avez expliqué que vous voulez faire à 50-50, vous faites à 50-50 français-anglais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des matières en anglais, des matières en français? Comment ça fonctionne très concrètement? Qu'on s'imagine ce bilinguisme et en quoi il est assez différent des autres écoles? Alors, il est différent déjà, comme vous disiez Anne, sur un point, c'est que c'est un vrai bilinguisme et ce n'est pas du marketing. Oui. Notre définition du bilinguisme, comme celle du dictionnaire d'ailleurs, c'est un équilibre dans la pratique entre les deux langues. Après, ce n'est pas forcément 50-50, ça peut être 45-55 selon les cas, ça peut être 50-50, etc. Mais ce n'est jamais 80% en français, 20% en anglais, oui. Comme beaucoup d'écoles dites bilingues. Si on prend par exemple la British School, c'est sûr que c'est avant tout une école britannique, donc en langue anglaise avec du français, mais du français comme une langue étrangère. Alors que vous, c'est vraiment du français et de l'anglais, culturellement, linguistiquement, de manière native. Tout à fait. Alors la British School ne s'est jamais prétendue être une langue, une école bilingue. C'est une école britannique. Pour nous, le vrai bilinguisme, c'est enseigner dans les deux langues à un niveau natif. Donner la capacité aux élèves à non seulement maîtriser la langue, mais aussi maîtriser tous les côtés qui vont autour de la langue, la culture, les nuances, l'histoire. Vous faites un jour en anglais, le lendemain en français, donc certaines matières sur cette journée qui vont être en anglais, le lendemain d'autres matières en français, c'est ça? C'est comme Alors, ça que ça en primaire, c'est comme ça. Sachant que chez nous, le primaire, on reparlera peut-être de l'excellence ensuite, mais le primaire commence en GS. Comme dans le système britannique, c'est Year 1. Donc pour nous, le primaire va de la grande section au CM2. Dans ce cycle-là, il y a les matières enseignées en français sont le français, l'histoire et la géographie et l'instruction civique. Donc pendant un jour, par exemple, le lundi, vous allez avoir français,
Le mardi, vous allez avoir les matières en anglais, qui sont l'anglais, les mathématiques et les sciences. Le mercredi, nous travaillons le mercredi matin en primaire, enfin dans toutes les classes d'ailleurs. Ça sera une semaine sur deux. Le jeudi, ce sera de nouveau le français, le vendredi, de nouveau l'anglais. Au secondaire, c'est un peu différent, puisque c'est plus difficile de mettre un jour. Puis notre organisation secondaire est assez classique d'un point de vue chaque enseignant a sa matière. Donc certaines matières sont enseignées en français, le français, l'histoire, la géographie. D'autres matières sont enseignées totalement en anglais, comme l'anglais ou le business. Et les matières scientifiques, mathématiques, physique, chimie, biologie sont enseignées essentiellement en anglais, mais nous donnons aux élèves le vocabulaire, les expressions en français pour qu'ils maîtrisent ces matières dans les deux langues et soient capables et notamment pour le de brevet passer des collèges. Notamment pour nos élèves de 3e qui le souhaitent, de passer le brevet des collèges. Et en anglais, vous suivez quel curriculum alors du coup? Alors dans la langue anglaise, nous suivons English National Curriculum. Donc nos élèves ont exactement le même enseignement que les élèves en Grande-Bretagne, à un niveau natif. D'accord. Et au niveau des examens, qu'est-ce qui passe et comment? Alors, au niveau des examens, là on parle de fin de secondaire. C'est ça. Aujourd'hui, vous mentionniez le brevet. Le brevet est passé par une minorité de nos élèves de 3e. Pour nous, c'est une manière pour nos élèves de passer sans risque en conditions d'examen, donc de s'entraîner pour les examens qui sont beaucoup plus importants à nos yeux, qui sont les GCSEs et les International GCSEs britanniques, qui sont passés en fin de Year 11, qui est l'équivalent de la seconde. Donc, ces examens, comme vous le savez, sont les examens de fin de cycle obligatoire dans le système britannique et sont reconnus au niveau mondial. Par exemple, un élève qui a une bonne note au GCSE dans la matière anglais n'aura pas besoin ensuite de passer les examens d'entrée en anglais dans les universités américaines ou britanniques. Au lycée, aujourd'hui, nous proposons les A-Levels britanniques. Donc là, c'est essentiellement en anglais. Et nous allons mettre en place dans les années qui viennent le IB, International Baccalaureate, bilingue. Et pourquoi ce choix du IB? C'est très à la mode actuellement, mais pourquoi c'est pertinent selon vous? Alors la mode n'est pas un mot qui fait partie de notre vocabulaire, notre dictionnaire. Je vous taquine, mais c'est un fait. Aujourd'hui, tout le monde ouvre des IB. Donc pourquoi c'est pertinent selon vous pour votre propre projet? Alors nous n'ouvrons pas de cycle IB, soyons très clairs. Nous préparons au IB Diploma, au IB DP, qui est le diplôme de fin de cycle du système IB, qui est l'équivalent du baccalauréat français ou des A-Levels britanniques. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un diplôme de haut niveau, qui est reconnu internationalement, et je dirais malheureusement pas comme le bac français. La seconde, c'est que nous cherchions un diplôme reconnu internationalement qu'on puisse faire passer en mode bilingue. Et le seul diplôme que nous ayons trouvé, c'est l'IB bilingue, qui ne représente d'ailleurs que quelques pourcents de tous les élèves IB dans le monde, puisque 90% des élèves IB dans le monde passent le diplôme en anglais, et exclusivement en anglais. Quelques pourcents le passent en espagnol, très peu en français, et encore moins en bilingue. D'accord, encore finalement une approche assez élitiste au bon sens du terme, quoi. Ça montre que vous tenez cette approche, disons, de haut niveau en français et en anglais jusqu'au bout des diplômes. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Et que deviennent vos élèves à l'issue de votre école? Évidemment, ils sont très variés par leur nationalité, leur propre parcours familiaux, mais est-ce que vous avez une certaine idée de leur études supérieures ou leur engagement professionnel ensuite? Alors, les études supérieures sont un élément parmi d'autres, puisque nous avons des élèves à partir de 2 ans jusqu'à 18 ans. Donc la plupart de nos élèves ne vont pas chez nous jusqu'au bout du secondaire,
puisque nous avons plus de 70% d'élèves qui ne sont pas français ou francophones. Et donc, ce sont des enfants d'expatriés, des enfants de diplomates, donc qui suivent leurs parents et qui reprennent leurs études dans un autre pays. Tous nos élèves, sans exception, vraiment tous, sont pris dans les meilleurs établissements, quel que soit le pays où ils vont. Une anecdote, il y a quelques années, nous avions un parent chinois qui était venu pour Renault et qui a été nommé à un poste de haut niveau en Chine dans le groupe Renault. Et sa fille n'avait passé que 18 mois chez nous. Et il m'appelle et il me dit « Monsieur Fayad, je voudrais vous dire que ma fille a été prise dans toutes les meilleures écoles de Shanghai. Et elle m'a dit que les tests d'entrée dans ces écoles étaient faciles par rapport à ce qu'elle faisait chez Open Sky. » Ah oui. Et c'est un Chinois qui m'a dit ça. Et c'est une bonne connaissance. Donc, tous nos élèves, et quand ils vont dans le système français, en général, ils sautent une classe, voire deux, vu la différence de niveau, puisque même les inspecteurs de l'éducation nationale reconnaissent que nous avons 2 à 3 ans d'avance sur le programme d'éducation nationale. Oui. Alors, en conclusion, d'abord, je voudrais vous remercier pour cet échange très instructif. Et j'ai quand même l'impression que vous êtes certainement un des meilleurs alliés de la francophonie, en ce sens que souvent, on imagine que la francophonie, c'est n'enseigner que le français. Mais vous, en enseignant une solution bilingue, native, à des populations qui viennent du monde entier et qui repartiront dans le monde entier, vous êtes un extraordinaire ambassadeur de la langue et de la culture française. Nous avons l'humilité de savoir que nous ne sommes qu'une école à Paris, mais nous pensons que la meilleure manière d'enseigner le français est de le faire adopter par les élèves, les familles étrangères, qu'elles soient que nos élèves soient de futures élites ou pas, et de le lier à l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes franco-français, vous êtes ultra minoritaire. Il y a à peu près 15 000 écoles internationales dans le monde. Les écoles françaises de type AEFE ou Mission laïque française représentent 2 ou 3% ou 4%, alors que les écoles qui suivent le programme britannique ou Cambridge représentent plus de 60%. Donc, aujourd'hui, si vous voulez attirer ces gens-là, il faut leur proposer de l'anglais à haut niveau, il faut leur proposer des maths à haut niveau, et vous leur proposez en plus du français à haut niveau. Bien sûr, vous leur proposez la langue, mais vous leur proposez des valeurs, vous leur proposez une histoire, vous leur proposez une culture, vous leur proposez une vision du monde. Et c'est ça qui est important. Tout à fait. Donc j'ai quand même l'impression que vous avez une contribution qui est remarquable à la francophonie, et en tant que diplomate, ancienne diplomate, c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Donc je vous remercie, Emmanuel Fayad, de cette présentation et de ce dialogue autour de votre école, Open Sky International à Boulogne. Et bien, longue vie à vos projets. Merci. Merci.